Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir pour ce nouveau webinaire. Donc, je suis Valérie Gigou de l'équipe marketing Systentia et je suis accompagnée ce matin de Bernard Debauche, qui est directeur produit et marketing chez Systentia, et Francis Milot, qui est technologie évangéliste. Donc ce matin, Francis et Bernard vont vous présenter en quoi la gestion des identités est la pierre angulaire pour votre démarche de mise en conformité, voilà, que ce soit pour NIS2, LPM ou encore DORA ou ISO 27000. Donc pendant ce webinaire, vos micros sont coupés, donc vous pouvez utiliser le chat qui est à votre disposition ou la fonctionnalité de questions-réponses pour poser vos questions tout au long de la présentation, et Bernard et Francis y répondront à l'issue de leurs interventions. Donc Bernard, je te laisse la parole. Merci Valérie, bonjour à tous. Écoutez, très heureux de présenter donc ce webinaire sur effectivement la gestion des identités pierre angulaire pour un ensemble par rapport à l'ensemble des réglementations. En fait, quand on regarde le paysage réglementaire qui s'impose un peu à nous, on peut voir qu'il y a des réglementations qui sont plutôt légales, de l'ordre de la loi, qui peuvent nous venir de l'Europe et donc être transposées au niveau national. On trouve pas mal de réglementations qui sont sectorielles, et là on va voir secteur par secteur. Et ensuite on va avoir des règles ou des réglementations, on va dire, qui sont corporate, c'est-à-dire des directives qui vont s'imposer, que les entreprises vont se définir et qui vont s'imposer à elles, et qui proviennent souvent d'une déclinaison de ces réglementations légales ou sectorielles. Donc elles sont de plus en plus nombreuses, hein. Il y a une pression vraiment réglementaire croissante. Donc là, on illustre par exemple un certain nombre de réglementations dans le domaine de la finance, hein. DORA, qui est la grande réglementation européenne pour le secteur financier, SOX, le PCI DSS pour tous ceux qui qui gèrent en fait des cartes bancaires, SOC 2, qui est très important aussi pour le secteur de la finance. Au niveau automobile, on a la réglementation TISAX, c'est plus largement au niveau de l'industrie, toute la réglementation IEC 62443. Au niveau plutôt européen, on a cet ensemble de la cybersécurité avec la NIS2, donc qui est la directive NIS2 qui est sortie et qui est en cours de transposition dans les différents pays et qui sera applicable à partir d'octobre de cette année. On a aussi le Cyber Security Act, le Cyber Resilience Act, qui amène aussi des obligations avec des transpositions nationales au niveau de la LPM. L'équivalent américain, hein, qui est le NIST 853. Et ensuite, une déclinaison aussi par les agences nationales de sécurité. Donc chez nous en France, c'est l'ANSSI. L'ANSSI qui décline aussi de manière concrète, et on va le voir dans ce webinaire, ces réglementations par des règles et des recommandations avec des documents comme le PA022 pour l'administration des systèmes, comme le PAMS pour l'externalisation de l'administration des systèmes, toute la recommandation autour de la manière de gérer l'Active Directory. Donc voilà, un paysage réglementaire qui est nombreux, on va dire, et dans lequel il faut essayer de naviguer, en fait. Alors, on va un peu se focaliser dans ce webinaire sur NIS2, qui nous semble un peu la mère des réglementations. Donc, c'est la réglementation européenne pour la cyber, qui va être transposée, comme je l'ai dit, au niveau national dans le courant de cette année. Là, on a indiqué en fait l'essentiel de la NIS2, c'est d'abord la mise en place d'un écosystème européen pour la résilience cyber. Et donc, c'est la définition en fait des missions d'un ensemble d'acteurs au niveau européen qui interagissent, qui ont des missions particulières par rapport à la résilience cyber au niveau européen et au niveau de chacun des pays. Donc à gauche, vous avez plutôt les entités européennes, hein. On démarre par la Commission européenne, par l'ENISA, qui est l'agence nationale, enfin l'équivalent de l'agence nationale de l'ANSSI au niveau européen.
le groupe de coopération qui est constitué de l'ensemble des États membres européens. Et au-dessus, tout en haut, vous avez Cyclone, qui est en fait toute la coordination au niveau de la gestion des crises cyber, des vulnérabilités, et non seulement la coordination des crises, mais aussi toute l'anticipation et la préparation pour les crises. Euh, Plus vous allez vers la droite, plus vous avez les entités plutôt nationales. Donc, évidemment, vous avez l'Agence nationale de cybersécurité, l'ANSSI en France, le BSI en Allemagne, etc. La NIS2 définit aussi pour chacun des pays au niveau de la cyber un point de contact unique. En général, le point de contact unique sera évidemment l'Agence nationale de cybersécurité, mais ça peut être une organisation différente. Et ensuite, vous avez l'ensemble des CISRT, hein. En France, il y a un CISRT par région. Toutes les régions sont aujourd'hui dotées d'un CISRT sauf une. Donc voilà, tout ça se met en place aussi avec une coordination des CISRT. Et donc au niveau européen, un réseau des CISRT, une organisation qui organise toute la coordination des CISRT au niveau international. Et enfin, tout à fait à droite, vous avez les organisations qui sont concernées, hein, par NIS2, on y reviendra, les entités essentielles et importantes, et leurs clients. Donc ce sont toutes les entreprises et les organisations qui sont soumises en fait à la NIS2 et à la LPM. On peut passer au suivant, Francis. Et du coup, la grande nouveauté, vous le savez sans doute, hein, de NIS2, c'est vraiment l'extension au niveau des acteurs qui sont concernés. Donc là, vous avez l'ensemble des secteurs concernés par la NIS2, avec le petit plus qui indique les nouveaux secteurs par rapport à ce qu'on pourrait appeler la NIS1. On ne parlait pas de NIS1, mais maintenant on va dire la NIS1, avec à gauche des secteurs que la directive appelle critiques, et à droite, elle les appelle les autres secteurs critiques. Et on va voir qu'en fait, il y a un lien avec les entités essentielles et les entités importantes. Donc voilà, une extension avec la définition d'entités essentielles, d'entités importantes. Et en fait, ça va créer une différenciation au niveau du niveau d'exigence par rapport à ces entités. Et ces entités sont principalement définies par une taille en termes de nombre d'employés, en termes de chiffre d'affaires, de revenus et en termes de valorisation des actifs. Voilà, c'est essentiellement ça la différence. Et la grosse nouveauté, on va dire, par rapport au nouveau secteur, c'est qu'au niveau européen, on va passer d'à peu près 15 000 opérateurs actuellement soumis à la NIS1 à plus de 100 000 opérateurs, ce qui veut dire que rien qu'au niveau national, par exemple en France, on va passer de quelques centaines à quelques milliers. Donc voilà. Du coup, une extension très importante au niveau des organisations qui sont concernées par cette directive. Alors, effectivement, je l'ai mentionné, la NIS2 est un peu la mère des réglementations. Elle se transpose en France dans la loi, c'est en cours, mais on a déjà eu l'expérience avec les NIS1 et ça se traduit par ce qu'on appelle la loi de programmation militaire, la LPM. Il y a une norme qui est très proche en fait et qui reprend un certain nombre de recommandations similaires, qui est la ISO 27001 plutôt pour le secteur IT. Et ensuite, il y a ces documentations de l'ANSSI qui sont déjà très élaborées, très spécifiques et très précises pour décliner en fait ces obligations, ces réglementations de la NIS2 et de la LPM au niveau de deux sujets importants qui sont l'administration des systèmes d'information, donc qui s'impose en fait à une organisation, et le PAMS qui est quand l'administration des systèmes d'information est externalisée auprès d'un tiers. Donc il y a même une qualification PAMS de ces acteurs par l'ANSSI. Mais ce qu'on peut constater en fait, c'est que l'ensemble des thèmes, des sujets, vraiment des articles qui sont, des règles qui sont traitées dans tous ces documents sont les mêmes. En fait, on retrouve exactement
Elementem avec une déclinaison progressive. Et c'est ce que nous allons vous présenter avec Francis, partir du coup de la NIS 2 et montrer comment, au travers de la transposition, elle se décline progressivement par des règles que l'on retrouve aussi dans des documentations existantes de l'ANSSI et d'ISO 27001. Alors, l'article 21, quand on va regarder la directive NIS 2, c'est d'abord un très grand préambule avec à peu près 144 articles, enfin pas des articles, on va dire des paragraphes qui reprennent un certain nombre d'éléments liés à la cybersécurité. Et puis, vous avez les articles proprement dits. Et l'article 21 est un peu je vais dire, la pierre angulaire par rapport à ce qui nous concerne au quotidien, j'allais dire, pour la cybersécurité. Et l'article 21 énumère 10 mesures clés essentielles que les organisations concernées vont devoir mettre en œuvre. Et c'est à partir de cet article 21 qu'il y a une transposition avec un certain nombre d'objectifs, et c'est là qu'on va décliner juste après. En fait, on peut distinguer dans cet article 21 4 grands domaines qu'on verra juste après aussi dans les objectifs. Il y a des mesures qui relèvent plutôt de la gouvernance, hein, le fait de faire une analyse des risques et tout ce qui concerne les pratiques de cyberhygiène et de formation et de sensibilisation du personnel. Et évidemment, au niveau gouvernance, par rapport à l'ensemble de ces mesures, c'est mesurer l'efficacité des mesures. C'est vraiment mesurer régulièrement que ce qu'on met en œuvre est efficace par rapport à la protection cyber. Le deuxième pan de mesure concerne plutôt ce qu'on va appeler la protection. Donc, c'est par exemple, c'est toute la sécurisation de la chaîne d'appro par rapport à toute la chaîne, également avec la sous-traitance. Et tout ce qui est aussi cycle de développement et de fourniture et d'acheminement aussi des logiciels ou des équipements qui intègrent du logiciel pour qu'ils soient effectivement sécurisés. C'est tout ce qui concerne la cryptographie et le chiffrement. Et vous savez qu'aujourd'hui, il y a tout l'enjeu du post-quantique par rapport à ça. Donc, c'est un enjeu majeur. Il y a tout ce qui concerne le contrôle d'accès. Alors, le contrôle d'accès, il peut être interprété de différentes manières. Souvent, dans l'industriel, il est plutôt un contrôle d'accès physique et aussi dans les entreprises, mais aussi le contrôle d'accès logique, et on va y revenir. Ensuite, il y a toute la gestion des actifs et des ressources du système d'information ou d'un système industriel. Et l'article 21 mentionne aussi de manière assez précise tout ce qui concerne l'authentification. Donc, l'authentification multifactorielle, multifacteur, avec différents facteurs d'authentification, et il mentionne également l'authentification continue, c'est-à-dire que s'assurer, c'est un peu un principe du zéro trust, hein, ce qu'on appelle le zéro trust, c'est s'assurer que la personne qui a été authentifiée est toujours la même personne qui utilise le système. Troisième domaine de mesure, c'est ce qu'on peut appeler la défense. Francis, merci voilà, de rester. C'est ce qu'on appelle la défense. Donc, c'est tout ce qui concerne le traitement des incidents et le traitement et la divulgation des vulnérabilités. Et c'est là qu'entre en jeu en fait aussi l'ensemble de l'écosystème que j'ai montré tout à l'heure, avec effectivement tous les CSIRT et cette entité EUcyclone qui gère l'ensemble des vulnérabilités, des crises et qui s'assure en fait que des vulnérabilités sont bien divulguées et partagées au sein de l'écosystème. Que quelqu'un qui est victime d'une vulnérabilité ou d'une attaque, par exemple, eh bien, ça puisse être répercuté sur les autres et que les autres puissent s'en prémunir en fait de manière efficace. Et enfin, le quatrième domaine, c'est la résilience, avec tout ce qui concerne la continuité d'activité, évidemment tout ce qui concerne les sauvegardes et la gestion des crises. Voilà, ça, cet article 21, il est vraiment la charnière en fait dans NIS 2.
à partir de laquelle, en fait, chaque État va faire une transposition d'un certain nombre de règles. Et c'est ce qu'on va maintenant voir avec Francis. Francis va vous parler de la déclinaison de cet article finalement dans la transposition avec un certain nombre de recommandations et de règles. Et on va voir après dans le concret comment ça peut se mettre en œuvre au travers de solutions. Alors on va se focaliser plus particulièrement sur les solutions de gestion des identités et des accès ici, avec aussi une partie sur la gestion des accès à privilèges. Mais évidemment, le NIS2 couvre plus large que cette partie identité. Voilà, je laisse la parole à Francis. Merci Bernard, tu as déjà bien résumé les 4 domaines, hein. Alors, ce qu'il est important, c'est que dans les 10 mesures de l'article 21, on retrouve 20 objectifs de sécurité, hein, qui sont classifiés dans 4 domaines. La gouvernance, qui est composée de 6 objectifs, la protection, il y a 9 objectifs, la défense, comme le disait Bernard, composée de 2 objectifs, et la résilience, qui est composée de 3 objectifs. Alors celui qui nous intéresse ce matin, c'est le domaine de la protection. Donc sur les 9 objectifs, on en a répertorié 7, hein, qu'on a classé en 3 familles. L'architecture, 4 objectifs. Le 9 qui est sécuriser l'architecture et ses systèmes d'information, notamment le cloisonnement, hein. La sécurité des accès distants. La protection des SIR. Alors les SIR, ce sont les systèmes d'information réglementés, hein, contre les codes malveillants. Le 12 qui est la sécurité, la configuration, qui est de sécuriser la configuration des ressources de ces SIR. On a une famille IAM, hein, avec l'objectif 13 qui est de gérer les identités et les accès à ces SIR. Et puis une famille pour le PAM, avec 2 objectifs: maîtriser l'administration de ces SIR et réaliser les actions d'administration depuis des ressources dédiées. Alors l'objectif sur lequel nous allons focuser, c'est le numéro 13, hein, gérer les identités et les accès, notamment au système d'information réglementé. Donc ça, c'est rattaché à la famille IAM. Alors l'IAM, d'après Gartner, hein, regroupe les segments IGA, qui est la gouvernance et l'administration des identités, l'AM, la gestion des accès, hein, pour tout ce qui est authentification, SSO, et puis le PAM pour la gestion des accès à privilèges, hein. Même si on a séparé les 2 segments en termes de visibilité pour cette présentation. Donc cet objectif 13 présente pour les différentes entités concernées la mise en place de mécanismes d'identification et d'authentification des utilisateurs, ainsi que des processus automatiques, et puis la gestion des droits d'accès permettent un accès aux ressources, hein, juste aux seuls utilisateurs et processus authentifiés, et puis en justifiant d'un besoin opérationnel. Donc pour cet objectif, on va voir la transposition des mesures de sécurité requises par la directive NIS2. Donc les éléments que je vais présenter sur les slides suivantes sont relatifs à un travail de l'ANSSI, hein, qui n'est pas encore complètement entériné, donc qui ne constitue ni une base normative, hein, ni des obligations à mettre en œuvre, en tout cas à ce jour, même si je pense qu'il y aura plutôt des assouplissements que des durcissements dans la version finale pour octobre de cette année. Donc la structure des tableaux qui vont être présentés, hein, sera toujours la même pour tous les slides suivants, hein. Donc je ne vais pas tous les détailler, ils sont enrichis, hein, pour des questions de timing, hein. Vous pourrez en prendre connaissance plus tard sur le replay. Donc on retrouve dans la première colonne les lettres correspondantes aux mesures de l'objectif, hein, donc A, B, C, D, etc. On a une deuxième colonne pour la description des mesures de sécurité, et les 2 dernières correspondent aux entités pour laquelle ou lesquelles, hein, s'appliquent ces mesures, donc EI pour les entités importantes, EE pour les entités essentielles. Donc ici, toutes les mesures de sécurité s'adressent aux deux entités. Donc dans ce tableau,
Elle concerne la mise en place de mécanismes d'identification, c'est-à-dire disposer d'un compte individuel ou de plusieurs comptes par utilisateur ou par processus, voire dans un contexte dégradé, des comptes partagés avec une traçabilité adaptée, et également une désactivation automatique des comptes qui ne sont plus utilisés. On retrouve ici toutes les mesures de sécurité de A à E, hein, en termes qu'on va couvrir en termes d'intégration et de gestion, avec de l'IGA pour la gestion du cycle de vie des identités via des mécanismes de provisioning des utilisateurs, hein, des comptes et des droits, la gestion des identités via différents types d'annuaires, peut-être des annuaires LDAP, des annuaires locaux, des annuaires en mode fédéré. On a l'authentification unique, c'est-à-dire l'authentification secondaire, elle, est transparente et injectée par un coffre-fort, et le PAM pour la surveillance des accès avec une traçabilité complète et la protection des mots de passe pour les utilisateurs et les processus. Alors juste ici, une vue sur les fiches et les droits d'une personne dans Systentia Identity, hein. Dans la fiche personne, l'affichage des différents champs ou onglets, hein, se fait en fonction du profil de la personne qui consulte la fiche. Au niveau ici des droits des personnes, on voit des pastilles de différentes couleurs. Les vertes qui correspondent à des droits effectifs, ils sont provisionnés dans les référentiels et vérifiés. On est sûr que le droit est bien existant dans le référentiel. On a des pastilles rouges qui correspondent à des droits théoriques. Elles sont dans le métanuaire du produit, mais pas encore provisionnées dans les référentiels, et des pastilles de couleur noire qui correspondent à des règles de SOD. Hein. Si la personne a par exemple deux droits, utilisateur et administrateur, pour un référentiel, ici par exemple c'est Salesforce, eh bien le droit utilisateur primera sur le droit administrateur. On retrouve ensuite des mesures de sécurité qui correspondent à la mise en place pour l'authentification. On a deux slides. Ici, on parle de protection des accès des utilisateurs et des processus automatiques, hein, avec de la gestion des facteurs d'authentification. Il faut qu'ils soient conformes aux recommandations de l'ANSSI. On parle de rotation automatique de mots de passe avec un focus sur les comptes partagés, avec des systèmes de bris de glace pour les personnes qui en ont les droits, bien entendu. Un bris de glace, ça permet de visualiser en clair un mot de passe qui a été modifié par une rotation. On couvre ici toutes ces mesures de sécurité, encore une fois en termes d'intégration et de gestion, avec de l'authentification multifacteur comportementale, contextuelle, unique. Hein. L'authentification secondaire, elle est transparente, elle est gérée par un coffre-fort. On a la protection des secrets d'authentification au travers de politiques de mots de passe pour tout ce qui est rotation, hein, la gestion des délais de changement de mot de passe et la complexité des secrets, des mots de passe, et avec un coffre-fort personnel, avec des alias personnels partagés ou encore dynamiques. La suite des mesures de sécurité pour les mécanismes d'authentification, il faut aussi que cette modification, en tout cas, il faut une modification instantanée des mots de passe, hein, d'un compte désactivé avec des contrôles d'accès à la ressource, des mesures de réduction des risques liés en tout cas aux mesures de sécurité et surtout une traçabilité des accès. Vous voyez d'ailleurs, on le voit ici dans le tableau, hein, que les mesures de sécurité G et I ne s'adressent qu'aux entités essentielles. Alors, on couvre deux des trois mesures avec la protection des accès sur les ressources, avec des mécanismes de workflow, des mécanismes d'anti-rebond réseau, etc. La gestion des mots de passe, que l'on a vu juste avant, hein, la journalisation et la notification des accès, la remontée des logs vers des produits tiers et l'enregistrement
des sessions en termes de traçabilité, enregistrement, que ce soit vidéo ou juste l'enregistrement des métadonnées. Alors on voit ici une vue de l'analyse du contexte de connexion de l'utilisateur, hein, le réseau, device. En gros, c'est de la biométrie comportementale. Et ça, là, on va aller au-delà du facteur d'authentification. On analyse le contexte de connexion. Et nous avons renforcé l'authentification de l'utilisateur avec le produit Neomia Pulse. Neomia est une filiale 100% Systentia. On fait de l'authentification comportementale qui ne nécessite aucun device et aucun mot de passe. Le système étudie le comportement de l'utilisateur, hein, de manière à utiliser sa manière, en tout cas sa manière d'utiliser le clavier. On va créer ce qu'on appelle une empreinte biométrique, hein, une empreinte numérique de l'utilisateur après une période d'apprentissage. Et au moment où l'utilisateur se connecte sur le système d'information, on va comparer cette empreinte par rapport à sa manière de se connecter. Et pour finir, on va retrouver des mesures de sécurité liées au processus de gestion des droits d'accès. On attribue en tout cas des droits aux seuls utilisateurs et processus authentifiés, hein, qui justifient du besoin au niveau des ressources, hein, qui leur sont nécessaires. Et puis, on va également demander une revue des droits d'accès qui doit se faire globalement tous les ans. Donc ici, on couvre toutes les mesures de sécurité rapport à ces droits d'accès avec de l'IGA pour la gestion des campagnes de certification, de recertification de droits pour la séparation des droits. On va parler de Segregation of Duty, hein, de SOD, j'en parle sur la slide d'après. Et puis le PAM pour le contrôle des accès aux ressources et pour la protection des mots de passe locaux du coffre-fort. Voilà. On a ici une vue sur les règles d'habilitation du produit Systentia Identity. Alors sur la partie de gauche, on va retrouver, on filtre les populations en fonction de leurs attributs et de leur contexte. Sur la partie plus à droite, on leur affecte des droits et puis on applique le tout à un niveau hiérarchique, hein, des structures. Ça peut être des sites, ça peut être des pays, des villes ou autres, hein, avec ou sans héritage au niveau des sous-structures. On peut bloquer les héritages. Donc globalement, Systentia Identity utilise un modèle ABAC pour la gestion des attributs et ORBAC pour la gestion des structures. On a également une vue pour la séparation des droits de pouvoir, hein, et la campagne de certification. Donc le SOD, hein, la Segregation of Duty, la séparation des tâches. Bien là, c'est un concept qui va permettre à des personnes avec des rôles et des responsabilités différentes à qui on va interdire, en tout cas interdire à une même personne d'effectuer une même tâche. Une seule personne pourrait potentiellement conduire à des fraudes, hein, à des erreurs au sein du système d'information. Je l'ai mentionné juste avant par rapport à la couleur de la pastille noire, hein, au niveau des droits de la personne. Si une personne a deux droits, utilisateur-administrateur sur un même référentiel, bien, il y a un droit, le droit utilisateur, qui primera sur le droit administrateur. Et puis la campagne de certification, bien, ou de recertification, hein, c'est une revue périodique des droits d'accès. C'est une fonction de contrôle des droits d'accès, car on sait tout ce que des nouvelles demandes de droits des utilisateurs, il y en a beaucoup, hein, elles fleurissent quotidiennement. Par contre, les demandes de retrait des droits, elles sont beaucoup plus rares. En définitive, la meilleure pratique pour répondre à l'ensemble des mesures de sécurité, notamment en rapport à l'objectif 13, c'est de mixer
les technologies d'IGA, d'Access Management, de PAM, bien pour centraliser l'ensemble des informations et puis de pouvoir, enfin en tout cas des identités, et de gérer en tout cas les accès privilégiés de manière à garantir une gouvernance unifiée des identités. Donc on a plusieurs bénéfices à ça. On a un seul point d'entrée ou un seul point de contrôle pour le provisionnement de tous les accès aux identités. On a une détection des utilisateurs qui ont des droits d'accès excessifs, par exemple, et puis on va permettre aux auditeurs d'examiner les incohérences potentielles qu'on pourrait avoir dans les contrôles d'accès. L'ensemble des fonctionnalités qui sont listées dans les deux tableaux vont permettre de répondre aux exigences de conformité réglementaire européenne en matière d'identification, d'authentification et de gestion des droits d'accès. Donc, en conclusion, on pourra dire que l'IAM est la pierre angulaire de la protection.